Ok, alors bienvenue, bienvenue, non, bienvenue tout court. Il allait le dire. Ouais, à bientôt. Non, non, pas à bientôt. Bienvenue. Voilà, c'est le matin, c'est normal. Voilà. Même si ça fait un moment que je suis debout déjà, mais quand même, voilà. Il doit y avoir une trace encore de la nuit passée. Euh, donc, bienvenue pour cette pratique du lundi matin. Euh, on est encore une fois tous là. C'est juste un peu miraculeux d'être encore une fois tous là, hein. Je dis ça parce que ces temps, je suis très dans l'impermanence parce que il y a eu période de retraite d'études à Montchardon à laquelle j'ai participé et je traduisais pour un Acharya Kuncho Tenzin qui nous fait le plaisir d'enseigner aussi pour Genève. Puis on était en plein dans le chapitre sur l'impermanence, ce qui fait que pendant 10 jours, on était à fond là-dedans, quoi. Voilà. Donc c'est très bien. Donc c'est pour ça que je me dis, tiens, oui, c'est miraculeux, on est encore là tous ensemble, c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas le côté dramatique, il y a le côté joyeux, hein, n'oublions pas, évidemment. Ok, ce matin, ben, on va commencer par la prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil. Puis ensuite, je vais juste vous citer une toute petite partie d'un texte important pour la pratique méditative qu'on appelle l'océan de certitude du neuvième Karmapa, où il cite le troisième Karmapa qui dit une chose très intéressante sur la posture. Donc ça nous intéresse bien sûr parce que voilà, on est dans une posture, qu'on soit d'ailleurs assis sur une chaise ou pas, il y a quand même une posture. Donc voilà, on verra ce qu'il en est. Mais on commence d'abord par la prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, qui une fois de plus consiste à tourner notre esprit vers plus grand que soi, s'ouvrir à la possibilité de réaliser toutes les qualités inhérentes à nous-mêmes et à tous les êtres d'ailleurs, mais on a cette chance de pouvoir vraiment y aspirer de manière nette et claire. Et donc on peut faire ce souhait, on peut faire ce souhait aussi pour tous les êtres, puissent tous les êtres parvenir à l'éveil, ce qui veut dire aussi parvenir à l'éveil, plus de souffrance évidemment, c'est-à-dire être libre de tout ce qui peut nous contraindre, de tout ce qui nous enfonce parfois dans voilà, nos habitudes répétitives. O sange chutan tsoge chonam la chancho morado dane jasoichi dange jinsoge besanange dola benje sange doba Sem je dang je de wa dang de we ju dang de ba ju ju. Dong al da dong al ge ju dang zhe wa ra ju ru ji. Dong al me be de wa dang ba dang. Min zhe wa ra ju ru ji. Nye rin cha dang nye dang zhe we dang nyam. Jambola na baraja di Palen sawe la maremboje Dage je wo be me den jola Kade jembe gome je sonde Kusun tunge ngado tado Voilà. Euh, non, ce que je voulais vous raconter par rapport à la posture, posture de méditation, bien sûr, euh, qui est aussi une posture de l'esprit, hein, d'ailleurs, parce que quand on observe ces instructions, il y a toujours semné et luné. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire c'est les points clés de l'esprit, les points clés du corps. C'est-à-dire qu'il y a une très grande correspondance, évidemment, entre le corps et l'esprit, et on voit, il y a toute une partie où on traite justement des instructions sur la posture en disant combien
je ne suis plus à l'image. Je reçois un petit message. Attendez voir, juste vérifier. Que se passe-t-il? C'est possible que des fois, plus d'image. Ah, j'y suis de nouveau ou pas? Bon, de temps en temps, non, plus à l'image. Bon, bah écoutez, voilà, ça va revenir, j'espère. Bon, après, il y aura le replay avec l'image parce que j'enregistre par ailleurs. Mais vous m'entendez en tout cas? Ouais. Bon, alors si vous m'entendez, ça c'est bien. Si vous n'avez pas l'image, bon, c'est pas grave. Voilà, on va continuer comme ça. Et puis peut-être que l'image va revenir. Et la connexion parfois est instable. Mais on va y aller comme ça. Oui, la bande passant du réseau CEBT est faible. Ah oui, c'est sûr, parce qu'ici, voilà, on n'a pas une bonne connexion Internet. On a une bonne connexion d'un autre type, mais pas, voilà, non, avec Internet, c'est pas l'idéal. Ok. Alors, donc, cette histoire de posture du corps et posture de l'esprit. Ce qui est intéressant, c'est cette correspondance profonde qu'il y a, évidemment, entre la manière de disposer le corps et la manière de disposer l'esprit. Et donc, on pourrait même dire aussi ça dans l'autre sens. C'est-à-dire que tel qu'on pose l'esprit, ça va aussi avoir une incidence sur le corps, en termes de souplesse, en termes de calme, etc. On trouve pas mal de citations dans ce genre. Par exemple, une qui n'est pas encore celle que je veux vous raconter, je prends un peu de temps, voilà, mais une qui nous dit, si on développe beaucoup l'écoute et la réflexion du dharma, l'individu, autant dans sa manière de penser que dans sa manière d'être, est naturellement apaisé. Il y a quelque chose de l'ordre de la souplesse. C'est un peu normal parce que finalement, si intérieurement on développe des qualités spirituelles, quelque chose amène, ou plutôt ça amène à un changement naturel de l'individu que nous sommes. Donc pour en revenir précisément à cette citation dont je voulais vous parler, c'est une citation du troisième Karmapa, cité par le neuvième, bon bref, et puis il nous dit, alors la première partie pour moi a toujours été assez, j'ai jamais très bien compris ce qu'il voulait dire, puis dernièrement enfin, comme quoi faut pas désespérer, enfin j'ai compris ce qu'il voulait dire, parce que la première phrase qu'il nous dit, si tu veux voir la montagne ici, regarde la montagne là-bas, et ça j'avais jamais pigé, jamais. Puis en fait c'est assez simple, parce que après j'ai regardé la suite de cette citation, et puis il continue en disant, si tu veux connaître la vacuité, donc la nature ultime des phénomènes, alors regarde la manifestation. Je me suis dit, ah oui, tiens, intéressant. Et puis il continue comme ça, puis à la fin il dit, et si tu veux le calme mental, alors rassemble le corps dans la posture. Et tout à coup je me suis dit, ah ok, d'accord. En fait, ce qu'il nous propose, on pourrait dire, comme un processus décalé. C'est-à-dire, plutôt que de vouloir travailler un déplacement, on pourrait dire ça. C'est-à-dire, on passe par un chemin détourné. Ce que je veux dire par là, c'est que, et il le fait dans toutes les phrases qu'il utilise dans cette citation, en disant, finalement, si tu veux regarder, imaginons qu'on est assis sur une chaise. Je ne peux pas à la fois être assis sur la chaise et regarder la chaise. C'est pas possible. Mais si je veux savoir à peu près à quoi ressemble la chaise, donc je regarde la chaise d'en face et ça me permet de voir, alors pas d'une manière directe, mais ça me permet d'avoir une image de la chaise sur laquelle je suis assis. Donc d'où l'idée, si tu veux regarder la montagne sur laquelle tu es, regarde la montagne d'en face. Et puis il va se servir de cette première base, on pourrait dire, qui est un constat simple dans la vie, pour dire finalement, si tu veux, de la même manière, connaître le sens ultime des phénomènes, alors regarde la manifestation, c'est-à-dire regarde le monde, il te renseigne sur le sens ultime, et il poursuit, et il finit par arriver à, si tu veux donc le calme mental, observe la posture, ou rassemble le corps dans la posture. Donc en fait, c'est une manière détournée. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire, en tout cas dans le cas de cette instruction, qu'il nous faut directement agir sur l'esprit, mais on agit sur l'esprit par le biais du corps. Et ça, c'est intéressant. Parce que ce n'est pas seulement, pour le coup, on se pose dans une posture parce qu'on doit se mettre dans une posture. Non, ça nous rappelle ce lien
profond qu'il peut y avoir entre le corps et l'esprit. Et donc, du coup, en plaçant notre corps, ça devient une pratique. C'est-à-dire que l'agitation de l'esprit, c'est l'agitation du corps. Et le calme du corps, c'est le calme de l'esprit, évidemment. Donc, du coup, c'est intéressant d'observer la posture comme moyen de méditer. On peut très bien ne pas arriver, on peut très bien se dire j'arrive pas à méditer. Pas grave dans ce cas-là. Parce que dans ce cas, on peut simplement se concentrer sur la posture du corps, sans chercher même à vouloir établir l'esprit dans le calme mental. Il va s'établir de lui-même. Comme quand dans cette citation, il nous dit, tu veux connaître le sens ultime des choses, il n'y a pas besoin d'aller fouiller. Regarde simplement les phénomènes. Il te renseigne sur là où tu es. Si tu veux regarder cette montagne sur laquelle tu es, regarde celle d'en face. Dans le sens, un peu comme si on jouait à un jeu de miroir. C'est-à-dire, je veux savoir où je suis, donc je regarde ce que me reflète l'image d'en face, en fait. Donc, il y a quelque chose de cet ordre. Donc, de la même manière, le corps devient un miroir, en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'il reflète la façon dont l'esprit se pose, ou l'esprit ne se pose pas, évidemment. Et puis, on pourrait dire, c'est bien au-delà de l'opinion qu'on peut avoir sur les choses. Il suffit d'observer comment notre corps se trouve et comment cela va influencer cette posture de l'esprit. C'est évident. Donc si on accepte d'une certaine manière de poser le corps, on accepte de poser l'esprit aussi. Il y a Shogam Trungpa qui est beaucoup décrié pour plein de raisons, mais il a quand même dit des choses magnifiques, dont celle-ci que j'aime beaucoup. Quand on se pose, c'est comme si c'est les pensées qui se posaient sur leurs fesses. Donc c'est aussi une façon de le dire. Alors très différemment, c'est pas aussi poétique peut-être que le troisième Karmapa, mais il y a quelque chose d'intéressant. Dans le sens, placer le corps, c'est placer l'esprit. Donc, et j'ai trouvé vraiment bien, et je pense que pour nous, c'est aussi des choses utiles. Parce qu'on peut souvent se dire, oh, bon, ok, l'esprit, il se pose pas. Oui, mais peut-être décalons-nous, c'est-à-dire en se plaçant juste dans la présence du corps. Et ça, c'est un exercice intéressant. C'est-à-dire le corps qui devient présence. Oui, Antoine? Est-ce que ce que tu décris a un rapport avec ce qu'on appelle la sagesse semblable au miroir? Ou pas du tout? Non. Non, la sagesse semblable au miroir, c'est très contextuel. Donc, contextualisé plutôt. Non, là, c'est plutôt une idée de miroir, mais ce n'est pas directement la sagesse semblable au miroir. Là, ce à quoi tu fais référence, c'est à la transformation des différentes kleshas ou émotions perturbatrices qui peuvent se transformer dans leur correspondance de sagesse. Et pour l'ignorance, ce sera justement la sagesse semblable au miroir. Mais là, c'est différent. C'est un contexte très différent, très tantrique, on va dire. Tandis que là, on est plutôt dans un contexte plus simple, presque. C'est-à-dire, c'est vraiment, tout simplement, le corps comme porte, le corps comme ouverture vers la stabilité de l'esprit. Et du coup, pour nous, on peut s'en servir. C'est-à-dire, on peut vraiment poser le corps. Et là, d'ailleurs, D'ailleurs, dès qu'on se dit poser le corps, on peut vraiment poser le corps. On ne pose pas toujours le corps, étonnamment. Et là, si on se dit je pose le corps, on sent que l'esprit peut se poser avec le corps. Complètement. Et c'est juste une attitude intérieure. Donc voilà, on va continuer à poser le corps, simplement, comme exercice. Et le maintien de la présence se fait dans le corps, avec le corps. C'est le corps qui guide.
une petite pause. Une petite pause pour que justement cette posture, on puisse l'assouplir, on puisse la replacer d'une autre manière, s'étendre un peu, se détendre. Et au moment où le corps devient, plutôt on s'appuie sur la posture, ou par le biais de la posture, l'esprit se pose, ça veut dire aussi que le corps devient le support. C'est-à-dire que même la respiration du souffle, qui en général est proposée comme le support, pour revenir à la sensation, donc du souffle qui passe par les narines, et puis rester sur, par exemple, ce décompte, qui est vraiment très très bien de faire pour stabiliser l'esprit. Là, on pourrait dire qu'on est dans un exercice presque avant ça. Parce que là, c'est quelque chose déjà de très précis. On est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre vraiment d'une présence où le corps lui-même nous renseigne sur cette nécessité de placer l'esprit de manière, en fait, très naturelle, avec lui. Et donc le corps devient le support. C'est-à-dire que quand on voit des agitations, des pensées qui s'élèvent, ou voilà, n'importe, le corps nous place, on se pose dans le corps à ce moment-là. On revient au corps. C'est la présence du corps. Ça peut paraître bizarre au début parce que en fait, on se dit ben voilà, j'ai mon corps posé, un peu comme si on ne connaît pas la posture du corps, la présence du corps. Mais en fait, si on y porte attention à cette présence du corps, le corps lui-même a une présence, vraiment. Bon, ça peut sembler évident parce qu'on est là, on est présent. Mais si l'idée, comme toujours dans ce genre d'exercice, on porte attention à une chose et tout à coup, elle révèle son existence. Si on ne lui porte pas attention, c'est comme si on fait un mouvement du doigt sur la main. On peut faire un mouvement du doigt sur la main. Mais ce mouvement du doigt sur la main, on l'investigue d'une manière très différente si tout à coup, on est présent dans ce qu'on est en train de sentir. Évidemment. Donc tout à coup, ça change. Il y a une dimension plus grande qui s'offre. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que le corps, évidemment le corps se pose, mais combien de fois sommes-nous vraiment dans la présence du corps alors qu'il est assis? Sinon, il suffirait d'être assis pour être présent. Et on sait très bien qu'il ne suffit pas d'être assis pour être présent. On peut être assis, donc normalement on devrait être là. Eh bien non, on n'est pas là. C'est-à-dire que l'esprit est agité partout, et la conscience n'est pas forcément dans le corps. C'est-à-dire la conscience n'est pas forcément en train de sentir, d'être présente à la présence du corps. Donc le corps, là, nous aide à revenir ici. Et donc le corps est le support. Puis ensuite, on peut bien sûr placer notre attention sur le va-et-vient du souffle au niveau des narines. Tout ça est très bien. Mais le souffle, oui, c'est le corps. Le souffle, c'est le corps. Oui, mais je parle de l'attention. C'est-à-dire que si tu places ton attention là, ce qui est parfait, et c'est le corps, tout à fait, même du point de vue de l'Abhidharma, on est toujours dans l'exploration de la conscience tactile. Au niveau, le souffle qui passe, c'est la conscience tactile. La présence du corps, c'est la conscience tactile. Tu as tout à fait raison. C'est la même, on pourrait dire, c'est la même conscience. Simplement là, c'est, on pourrait dire, plus globalisant. C'est-à-dire, on se sert, par exemple, voilà, on s'asseye, hop, et on sent tout de suite. On s'asseye, et puis, en fait, c'est le fait même d'être assis. Si on est attentif au fait d'être assis, voilà, c'est une présence qui s'offre à nous. Et puis c'est une présence sur laquelle on peut stabiliser. En fait, c'est le même exercice que le va-et-vient du souffle. C'est juste qu'on déplace notre attention et on la développe d'une manière plus globale. Voilà, mais c'est toujours en rapport à cette citation qui m'a beaucoup frappé, parce que je trouve que d'aborder le calme mental d'une manière décalée, alors que souvent on est très mental finalement, dans le calme mental, on veut calmer l'esprit. Ben là, on n'a pas besoin de chercher à calmer l'esprit, on peut juste revenir au corps. Et il se calme, et il se pose. Voilà, tout simplement. Bon. Ok, parti pour un deuxième tour. On y va. Et quand ça s'agite, on revient au corps. Lui, le corps, il ne s'agite pas à ce moment-là.
Il est là.
Une petite pause. Quand même, l'avantage du corps, ou effectivement l'avantage aussi de cette respiration, c'est qu'elle est toujours là. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une totale disponibilité. Pour l'instant, évidemment. Hein. Non, bah, ça c'est sûr. Kat dit pour l'instant, ça c'est sûr. Tant qu'on a ce support, ça c'est certain. Mais on l'a. Donc, et il est tel qu'il est. C'est-à-dire que nous, on peut avoir des tas d'avis à son propos. Ça c'est possible. Trop petit, trop gros, trop long, trop court, trop vieux, trop jeune, j'en sais rien. On peut avoir toutes sortes de... Non, mais bon, on peut tout imaginer. Mais par contre, lui, il est là. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une immense simplicité dans le corps. Ah, nous, on n'est pas forcément aussi simple que lui. Lui, il est très simple. Donc, il y a quelque chose de tout à fait utile dans notre pratique méditative, parce que le fait de, par exemple, se placer sur la respiration, il n'y a rien de plus neutre. Il n'y a pas, il y a pas une respiration qui sera... Alors, bien sûr, on pourra dire, ça c'est ta respiration, ça c'est ma respiration, mais du point de vue du souffle, bah, c'est le souffle. Le souffle, c'est juste du souffle. Et c'est juste un souffle qui passe à travers un corps. Et donc, si on reste conscient de cela, il y a quelque chose d'extraordinairement et de naturellement épuré. Donc, du coup, c'est aussi très intéressant par rapport à ces agitations qui vont se développer sans cesse. Les agitations, c'est quelque chose de, finalement, de beaucoup plus sophistiqué que cette simplicité-là. Donc, en revenant à cette simplicité, c'est aussi l'esprit qui se simplifie. Donc c'est un peu comme si on voyait quelque chose de calme, ça nous calme, hein, pour donner cette image. Donc voilà, toujours pour explorer cette idée que du seul fait de rassembler le corps dans la posture, si, il nous dit, si tu souhaites, le troisième Karmapa nous dit, si tu souhaites le calme mental, alors rassemble le corps dans la posture. Donc c'est intéressant, si on souhaite ce calme mental, plaçons-nous dans le corps. Et faisons confiance aussi à cette présence du corps. Voilà, on va continuer.
Voilà, on est arrivé au terme de cette session de méditation. On va donc conclure par une dédicace, comme toujours. Sunam de tam che zeng pa ne tom ne nye pe tanam pam je ne kinga na che ma lam tro pa ye se pe so ne do. Dans cette prière, on dit balab tukpaye. Balab tukpaye, ça veut dire balloté, agité par les vagues. Et donc, il y a vraiment aussi dans cette stabilité du corps l'idée du calme par rapport à cette agitation. On utilise l'image de agité par les vagues de naissance, de vieillesse, de maladie et de mort. C'est-à-dire c'est comme une espèce de tumulte d'existence sans cesse. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, hein, l'existence, au contraire. C'est par le biais de l'existence qu'on comprend le sens ultime, donc il n'y a aucune raison de considérer que c'est une mauvaise chose. Par contre, le fait de ne pas être ballotté, parce que parfois combien il peut y avoir du ballottement, donc là, ça me fait juste penser au moment de réciter cette phrase, qu'effectivement il y a là tout à coup, dans la présence du corps, dans ce support, et c'est le précieux corps humain, eh bien, de pouvoir se placer ainsi, c'est une bonne chose. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Ce soir, on peut se retrouver pour la suite, d'une certaine façon. C'est encore une session de calme mental. Et puis ensuite, mercredi, par contre, juste Chenrezi, parce que c'est la période du Nouvel An. On va rentrer dans l'année du dragon de bois. Donc voilà, avec plein de... C'est un très beau signe. Et quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'il y a des rituels importants qui se font avant le Nouvel An à Montchardon. Et donc j'y serai. Donc mercredi, pas de session du soir à 19h, mais par contre, bien sûr, la session de Chenrezi. Et puis très bientôt, à la newsletter du mois de février. Voilà, une belle journée à vous toutes et tous. À bientôt. Bonne journée. Merci à vous. Merci. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. En fait, une grosse partie du CEBT, Il sera Montchardon, on sera tous là du comité. Donc, oui, oui. Laurence, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de session non plus avec Laurence et Elsa et tout ça.